Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Lors de l'examen du projet de loi engagement et proximité au Sénat, le Sénat a beaucoup enrichi ce texte, notamment sur le volet de l'intercommunalité, des libertés données aux maires dans ce domaine. La commission des lois de l'Assemblée a balayé à peu près toutes les décisions qui ont été prises au Sénat. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'était la semaine dernière. La commission des lois de l'Assemblée nationale avait écarté un certain nombre de dispositions, à mes yeux, tout à fait essentielles et aux yeux du Sénat. Je rappelle que le Sénat est parti de la proposition des élus d'un vote en 2018 à la quasi-unanimité des sénateurs et qu'après avoir réentendu les élus, Mathieu Darnaud, Françoise Gatel ont fait une proposition qui d'ailleurs a rencontré souvent un avis favorable ou un avis de sagesse du gouvernement. Au fond, dans le domaine des compétences, quel était l'objectif? Ce sur quoi le président de la République s'était engagé? À ce que le maire revienne au centre du dispositif. Et donc, l'exercice des compétences par le maire est un sujet essentiel. Et rééquilibrer l'exercice de ces compétences entre interco et le maire, c'est un des objectifs de ce texte. Non pas pour détricoter l'intercommunalité, mais pour permettre d'être dans la proximité. Et un principe que le président de la République a développé devant les maires mardi après-midi, la subsidiarité. C'est vrai, j'ai poussé un coup de gueule. Je pense qu'il a été entendu. En tous les cas, un travail est en train de se nouer entre le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je fais confiance à la qualité de ce travail entre nos rapporteurs. Et je sais que le président Ferrand, comme moi-même, nous y veillerons en lien avec le gouvernement. Nous souhaitons conclure, mais on ne conclura pas au rabais, soyons clairs. Alors justement, pour qu'il y ait une CMP, une commission mixte paritaire conclusive, y a-t-il des lignes rouges que le Sénat mettra? Je ne sais pas si c'est des lignes rouges, il y a des lignes qui me semblent tout à fait essentielles. Et la question des compétences, je viens de l'évoquer. La question de l'eau et de l'assainissement, il faut qu'on arrête ce jeu d'aller-retour. Vous savez, partout où ça a été simple, possible, il y a eu transfert aux intercos. Là où il y a des difficultés géographiques, de bassins versants, de réalités spécifiques, réouvrons la liberté. Et puis, il y a la question des indemnités qu'il faut affronter, j'allais dire, sereinement, mais aussi en vérité. Il faut un système qui soit simple, lisible, dans lequel on ne mette pas sur les épaules des maires ou des maires adjoints, j'allais dire, des engagements de responsabilité qui soient au-delà de l'harmonie municipale. Il faut qu'on reconnaisse. On ne peut pas parler d'un statut des élus sans traiter de la question indemnitaire, tout comme de traiter de la question de la formation, de la reconversion professionnelle, de la protection juridique. Et on aborde la question de la sécurité. La question, par exemple, de la transmission au procureur de la plainte. Il est important que l'élu en ait un retour. 4 fois sur 5, dans l'enquête que le Sénat a montée après le drame de Signes, nous a montré quoi? Que les élus avaient le sentiment, et pas le sentiment, c'était la réalité d'un classement sans suite, alors que nous pensons que les élus doivent être informés. Pourquoi ce classement sans suite? Les députés ont rejeté ce point au nom de la séparation des pouvoirs. Oui, enfin, le nom de la séparation des pouvoirs est bien. Je rappelle qu'il n'est pas inutile qu'un procureur informe un maire, notamment dans sa fonction d'OPJ. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Je pense que nous allons progresser sur ce point et que là aussi le bon sens va venir et qu'on arrêtera de se draper dans des principes de séparation qui sont indispensables auxquels le Sénat est attaché. Mais sinon, ce n'était pas la peine de faire ces déclarations au mois d'août en direction des maires. Autre sujet, la réforme constitutionnelle. Le gouvernement a dit que sur cette réforme, il souhaitait impérativement que les deux chambres se mettent d'accord avant même la discussion. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? Nous y sommes prêts. Nous sommes disponibles au Sénat. La deuxième version des propositions constitutionnelles qui nous sont faites par le gouvernement sont, j'allais dire, beaucoup plus acceptables que les premières. La première, vous vous souvenez, peut-être, abaissement des pouvoirs du Parlement, ça c'était inacceptable. Il y a un sujet, c'est la proximité. Vous savez, quand on parle des maires, on parle de la proximité. Les citoyens ont besoin de proximité. C'est à cause de cette proximité que les maires sont d'ailleurs les seuls élus à avoir la confiance. Alors nous avons un point de divergence
qui est notamment dans la représentation de la proximité. Nous pensons qu'il ne peut pas y avoir plus de 20 départements et collectivités territoriales à statut spécifique, je pense aux Outre-mer, mais pas uniquement à ça, qui n'ait qu'un seul député ou un seul sénateur. On ne fera pas croire que c'est pour une différence de 20 sénateurs qu'on n'aboutirait pas. Moi, je dis au gouvernement, nous y sommes prêts, je le répète, et ce n'est pas une posture. Cette réforme entraînerait éventuellement, au moins une fois, le renouvellement du Sénat en une seule fois au lieu de 2 fois. Est-ce que ça c'est pas acceptable au nom de la continuité sous la Ve République. La continuité est assurée par le Sénat dans un renouvellement partiel. Ceux qui ont créé la Constitution en 1958 avaient en tête la manière dont la République était morte à Bordeaux un certain jour de juin 40. Alors je passe au discours d'Emmanuel Macron prononcé hier. Les propos qu'il a tenus à la fin en ont surpris plus d'un sur la décentralisation. Il semble ouvrir la porte tout simplement à une république fédérale. En tout cas, c'est comme ça que ça a été compris. Écoutez, je ne sais pas si je serai le premier président d'un Bundes. Je crois que le président a attiré notre attention sur décentralisation. Ça veut dire responsabilité. Ça veut dire moyens financiers et dynamique de ces moyens financiers. Eh bien, je suis d'accord. Et je pense que nous devons travailler, au travers de Territoires Unis, en lien avec notre Assemblée, sur la préparation d'un texte qui reprenne les éléments dont le président a parlé. L'autre sujet, c'est est-ce qu'il y a une Assemblée qui, en matière financière, a une responsabilité et quelque part une forme de droit de veto. Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit à ce jour adapté à ce pays qui certes va vers la décentralisation mais reste un pays unitaire. Nous ne sommes pas un pays fédéral. Nous verrons les propositions qui sont faites. Nous avons l'expérience dans une très forte relation avec le Bundesrat allemand sur cette expérience. Moi, je suis assez attaché au bicamérisme inégal qui nous a évité bien des crises, à la différence de l'Italie. Mais quand le président de la République parle du fétichisme de l'autonomie fiscale, qu'en pensez-vous? Le Sénat est très attaché à l'autonomie fiscale et financière des collectivités. Parce que c'est la condition de la liberté. Eh bien, nous allons examiner tout ça. Et je reprends les propos du président de la République d'hier. Décentralisation, responsabilité, moyens financiers et dynamique de ces moyens financiers. On va tout mettre sur la table parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on se cache derrière les mots. Il faut qu'on se parle en vérité. Et si on veut avoir un texte qui ne soit pas simplement un artefact de décentralisation. Dernière question, on arrive à la fin du mandat, commencé en 2014. Quel regard portez-vous sur l'évolution des relations entre l'État et les collectivités territoriales pendant ces 6 années? Ça a été un mandat complexe et difficile. Je reprends le mot que j'ai dit à mon successeur, Marc Robert à Rambouillet, quand je lui ai cédé en 2014, parce que les électeurs l'avaient choisi et que moi j'avais choisi de tenter à nouveau la présidence du Sénat. Je lui avais dit, j'ai connu l'âge d'or, tu vas connaître l'âge de pierre. Baisse des dotations. C'est-à-dire ce pourquoi ils avaient été élus, ils n'en avaient plus les moyens financiers. 2014, je n'imaginais pas la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. C'est-à-dire en fait un bouleversement de l'intercommunalité, qui avait déjà été bouleversée par le texte de 2010. Et puis la montée des communautarismes, la montée des incivilités. Toutes ces réalités-là ont fait que ça a été un mandat où les maires ont assumé des moments très difficiles. Ils ont même eu à un moment le sentiment que l'État les considérait, allez dire, comme le très 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 vieux monde d'hier. Et il a fallu l'automne-hiver 2018-2019 pour qu'au fond, on voit que la République, elle tient d'abord par les maires. Et que 35 000 maires, quelque part, ont aidé à retricoter la République dans ses valeurs fondamentales. Nous avons besoin des maires. Nous avons besoin des maires parce que, quelque part, ils sont la toile de fond de la République. Et le choix du thème, le maire au cœur de la République, j'allais dire, il est aussi le maire, celui qui sent les pulsations des citoyens de la République. Et sentant les pulsations des citoyens de la République, ces pulsations, elles sont comme un cœur, elles portent les symptômes de l'état de notre société. Voilà pourquoi ils sont dans la proximité et qu'ils ont la confiance. Merci beaucoup, Monsieur le Président.